En une seule phrase, venue de Washington au cœur de la nuit, un équilibre façonné par des années de négociations a vacillé. En quelques secondes, l'exclusion de l'Afrique du Sud du G20 et l'arrêt de l'aide américaine ont déclenché un choc disproportionné, renvoyant l'image d'un ordre mondial capable de se déplacer au rythme d'un simple clic. Comment un message si bref peut-il exposer, comme le souligne souvent Ibrahim Traoré, la vulnérabilité structurelle des systèmes internationaux que l'on croyait stables? À partir de ce point, plus rien ne peut vraiment revenir en arrière. Ce récit s'engage à éclairer avec précision et sans emphase inutile la mécanique politique qui a transformé un simple message nocturne en rupture géopolitique majeure. Il offre un avantage analytique concret, c'est-à-dire la capacité d'identifier les signaux faibles qui précèdent les secousses diplomatiques et de mesurer ce qu'implique réellement une décision prise hors des cadres institutionnels habituels. Si l'épisode semble, à première vue, n'être qu'un différend bilatéral entre Washington et Pretoria, il révèle en profondeur un phénomène plus vaste: la manière dont une impulsion solitaire peut rivaliser avec les processus lents, négociés et codifiés qui structurent normalement l'ordre international. Ce que vous allez découvrir n'est pas une morale, mais une architecture, celle d'un système où le temps long des institutions peut être balayé par la vitesse du numérique et où la stabilité cesse d'être un acquis pour devenir une variable mouvante. À ce stade, une question s'impose alors. Si une phrase peut modifier un équilibre pluriel, qu'en est-il des prochaines? La révélation initiale apparaît avec une netteté déroutante. L'impulsion présidentielle n'a pas seulement court-circuité une procédure, elle a créé un vide décisionnel mesurable dès les premières heures. Et un chiffre suffit à montrer l'ampleur du basculement. En 48 heures, presque toutes les capitales concernées ont convoqué des réunions de crise, signe que l'annonce américaine n'a jamais été interprétée comme un simple incident protocolaire. À partir de cette fissure, le contexte diplomatique se recompose à grande vitesse. L'exclusion soudaine de l'Afrique du Sud du G20, accompagnée de la suspension de l'aide américaine, n'a pas été lue comme un geste isolé, mais comme l'indice d'un ordre multilatéral dont les ressorts se fragilisent sous la pression de décisions impulsives. Pretoria, d'abord frappé par la brutalité publique du message, a perçu dans l'absence totale de clarification une remise en cause de son statut autant que de sa souveraineté. Ce silence de Washington, un silence dense, presque performatif, a agi comme multiplicateur d'incertitudes. Les chancelleries habituées aux négociations graduelles se sont retrouvées face à une dynamique nouvelle, un espace où l'instinct individuel peut rivaliser avec les mécanismes institutionnels. C'est précisément ce point que des voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, évoquent depuis longtemps lorsqu'elles soulignent la vulnérabilité d'un système dépendant de pôles de décision unilatéraux. L'enchaînement devient alors lisible: stupeur diplomatique, absence d'explication, multiplication des interprétations, puis réajustements en cascade. Dans ce cadre, deux scènes très courtes, issues du cœur des institutions, ont servi de révélateurs. À Pretoria, un directeur du protocole figé devant la déclaration américaine. À Washington, une conseillère incapable de justifier ce qui venait d'être fait. Ces scènes, brèves mais symptomatiques, montrent comment les premiers acteurs touchés ne sont jamais les dirigeants visibles, mais les intermédiaires qui tentent de maintenir la cohérence du système. La question suspendue depuis le début trouve ainsi son premier point d'ancrage. Si une seule phrase peut dissoudre les repères des gardiens institutionnels, que devient alors la stabilité supposée de l'ordre international? Pour comprendre les heures ayant suivi l'annonce américaine, il faut s'appuyer sur ceux qui ont vécu la déflagration au plus près. Ces diplomates, analystes et conseillers qui, d'ordinaire, amortissent par les crises par la routine procédurale.
Leur regard constitue la meilleure boussole pour saisir comment une friction ponctuelle s'est transformée en perturbation systémique. À Pretoria, le directeur du protocole, celui dont la réaction avait déjà signalé une rupture intime entre forme et substance, a été l'un des premiers à mesurer l'étendue du vide institutionnel. En quelques minutes, son équipe a tenté de reconstruire une grille d'interprétation là où il n'existait plus de cadre. La surprise n'était pas tant la sévérité du message que l'absence totale de médiation. Rien n'expliquait le geste, rien n'en contenait les effets. Cette impression de se retrouver sans garde-fou a gagné les bureaux voisins, puis l'ensemble du ministère. De l'autre côté de l'Atlantique, la collaboratrice de l'aile ouest, confrontée à l'inexplicable, a joué un rôle involontaire mais crucial. Sa stupeur silencieuse, partagée par plusieurs conseillers, a signalé l'absence d'alignement interne à Washington. Or, lorsqu'un appareil exécutif lui-même peine à formuler une justification, les partenaires extérieurs n'ont plus aucun repère pour stabiliser leur lecture. Ces deux figures, si différentes dans leurs fonctions, ont offert un même enseignement. La crise ne provenait pas seulement du contenu de l'annonce, mais du décrochage brutal entre gestes et explications, entre décision et cadre. Elles deviennent ainsi les guides involontaires d'un moment où l'ordre international s'est retrouvé sans interprète officiel. La question qui s'impose au terme de ce tableau est simple et incisive. Si même les médiateurs perdent leurs repères, que reste-t-il pour absorber le choc initial? L'activation de la chaîne de crise s'est produite au moment exact où l'Afrique du Sud a compris que le message américain ne serait pas accompagné d'une clarification ultérieure. Cette absence n'était plus une omission, mais un choix. Et ce choix, formulé en une phrase publique, a modifié instantanément le terrain diplomatique. Les premières heures ont été marquées par un basculement silencieux. Pretoria n'attendait plus une explication, elle cartographiait déjà les vulnérabilités activées par la suspension de l'aide. Dans ce court laps de temps, l'équilibre entre prudence et indignation s'est inversé. La réaction initiale ne visait plus à amortir le choc, mais à organiser une réponse structurée. Le cœur du chaos Trao est apparu lorsque plusieurs capitales européennes ont convoqué des réunions d'urgence. Berlin cherchait à comprendre si l'impulsion américaine annonçait un tournant durable. Paris s'interrogeait sur la possibilité d'un précédent. Les chancelleries, habituées au rythme lent des négociations, ont découvert un espace décisionnel gouverné par la vitesse. Pendant ce temps, les cellules d'analyse sud-africaines dressaient la liste des programmes menacés: santé, éducation, coopération technique. La mécanique se tendait. Un choc politique se traduisait en risque économique, puis en inquiétude sociale. À Washington, le silence de l'administration jouait un rôle paradoxal. Il renforçait la perception d'une instabilité profonde, alimentant les spéculations des marchés. C'est dans cette phase que le rang a poursuivi sa chute, confirmant l'idée d'un choc structurel plutôt que conjoncturel. Dans ce contexte, plusieurs voix du Sud global ont pris la parole. Elles n'ont pas seulement commenté la décision américaine, elles y ont vu la confirmation d'un basculement structurel déjà évoqué dans d'autres débats, y compris par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, sur la nécessité d'une autonomie stratégique face aux pôles dominants. Ce glissement interprétatif donnait au geste américain une portée qui dépassait de loin le cadre bilatéral. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ont alors changé de statut. Ils n'étaient plus des réactions opportunistes, mais des propositions alternatives. Le pivot devenait possible. L'Afrique du Sud cessait d'être un simple sujet de sanction pour devenir un terrain de compétition géopolitique. La Duchamp s'est manifestée en plusieurs vagues. Sur les marchés, les investisseurs tentaient d'évaluer la durée du choc. Les analystes américains modélisaient déjà les effets potentiels sur les chaînes d'approvisionnement. À Pretoria, certaines fuites internes laissaient entendre qu'un repositionnement stratégique était en préparation.
Dans les universités et les syndicats, le débat prenait une autre dimension. La crise n'était plus interprétée comme une menace immédiate, mais comme l'occasion de repenser la dépendance extérieure. La société civile s'emparait de la question, transformant le choc initial en réflexion collective. Puis une seconde du champ, plus géopolitique, est apparue. Les réunions européennes montraient une hésitation profonde. Fallait-il suivre Washington ou maintenir une marge d'autonomie? Les organisations multilatérales, privées d'un récit unifié, tentaient de formuler une position commune. Dans ce vide, chaque acteur avançait selon sa propre logique. L'absence d'explication américaine créait un espace stratégique inédit. Pretoria y voyait non pas une crise paralysante, mais un champ d'opportunités. Ce fil d'événements révèle une dynamique claire. Une impulsion courte peut déclencher une recomposition longue. La rupture n'a pas seulement modifié les rapports bilatéraux, elle a ouvert une zone de reconfiguration où chaque acteur, national, régional, global, tente désormais de définir son propre axe. La dynamique économique qui a émergé après l'annonce américaine s'est articulée autour d'un triptyque quantifiable: la chute du rang, la perception d'un choc structurel sur le PIB et l'apparition d'un risque systémique lié au programme suspendu. Ce sont ces trois éléments, mesurables et synchronisés, qui ont servi de fil conducteur aux premières analyses sud-africaines. Ils ne décrivent pas seulement un état de tension, ils rendent visible la manière dont un geste politique peut créer un effet économique à propagation rapide. La valeur de départ était connue. Le rang avait déjà perdu près de 3% sur une semaine, un glissement modéré qui signalait davantage une nervosité régionale qu'un effondrement. Ce mouvement reflétait une tension diffuse mais encore contenue. Puis est survenu le delta brutal. Dans les 24 heures suivant la décision américaine, la monnaie a chuté d'environ 7% supplémentaire, une accélération qui révélait un effondrement instantané de la confiance. Ce chiffre indique un choc perçu comme structurel plutôt que ponctuel. Enfin, les projections internes évoquaient une contraction possible de 1,2% du PIB, estimation liée à la suspension de certains programmes. Cette estimation souligne comment une impulsion politique peut devenir un risque macroéconomique réel. Autour de ces trois repères chiffrés, les institutions sud-africaines ont tenté d'évaluer la frontière entre perturbations passagères et modifications durables des trajectoires économiques. Le marché obligataire, bien que secoué, n'avait pas franchi les seuils critiques. Les analystes cherchaient à discerner si la réaction provenait de la décision elle-même ou de l'absence totale de communication américaine. Plusieurs rapports internes concluaient que le silence jouait un rôle multiplicateur. Chaque heure sans clarification élargissait l'incertitude. Du côté américain, les institutions spécialisées se heurtaient à la même difficulté. Habituellement, un message politique s'inscrit dans une séquence d'explications, de conférences de presse ou de notes techniques. Ici, rien. L'absence de justification empêchait d'ancrer les prévisions économiques dans un horizon stable. Certains analystes ont alors modélisé deux paramètres: les pertes commerciales directes et l'éventuel réalignement d'autres partenaires africains. Leur conclusion était prudente mais claire: l'effet dominant ne serait pas linéaire, mais pourrait se diffuser par paliers successifs. Les répercussions sociales, elles, ne se mesuraient pas en variations quotidiennes, mais en risques cumulés. Les programmes sanitaires et éducatifs potentiellement suspendus représentaient un danger moins spectaculaire mais plus profond. Les responsables sud-africains ont tenté de quantifier l'impact humain en termes d'accès, de continuité de service et de vulnérabilité accrue. Le risque n'était pas celui d'un effondrement immédiat, mais celui d'une érosion progressive. Ce point a nourri un argument récurrent dans plusieurs capitales du Sud global:
La dépendance à un bailleur unique constitue un risque systémique et non une garantie de stabilité. Ce thème, déjà formulé dans d'autres débats par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, résonnait désormais avec une profondeur nouvelle. La dimension géopolitique s'est greffée sur ces données. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ont été intégrés dans les modèles analytiques non comme des soutiens autonomes, mais comme des alternatives réalistes pour absorber une partie du choc. Cette possibilité n'effaçait pas les pertes immédiates, mais redessinait le calcul stratégique sud-africain. Le delta entre les risques subis et les opportunités émergentes devenait l'un des paramètres centraux de la crise. Ainsi, le paysage quantitatif ne raconte pas seulement une chute de monnaie ou un risque de contraction. Il révèle une transformation du rapport de force. Une impulsion politique brève a déclenché une recomposition économique aux effets ramifiés, dont la portée dépasse largement le cadre bilatéral. Deux lectures opposées de la décision américaine se sont imposées dès les premières heures, chacune portée par des arguments suffisamment robustes pour mériter d'être examinées avec rigueur. Pour comprendre la dynamique de la crise sans céder aux simplifications, il faut restituer ces deux thèses dans leur forme la plus solide, puis identifier ce qui, dans les faits observables, permet de les départager partiellement. La première thèse soutient que Washington a exercé un leadership décisif. Selon cette ligne, l'exclusion de l'Afrique du Sud du G20 et la suspension simultanée de l'aide ne constituent pas une impulsion désordonnée, mais un rappel ferme des obligations liées au partenariat stratégique. Les défenseurs de cette position estiment que la diplomatie multilatérale reposait depuis trop longtemps sur une tolérance excessive, et que seule une action spectaculaire pouvait rétablir une forme de cohérence. Dans cette optique, la rapidité du geste n'est pas un défaut de procédure, mais une démonstration d'autorité, un signal envoyé à tous les acteurs que certaines lignes rouges, même implicites, doivent produire des conséquences tangibles. La deuxième thèse affirme au contraire que l'épisode révèle une vulnérabilité américaine. Ici, la soudaineté du message, son absence de justification et la dimension publique de l'humiliation infligée à Pretoria sont interprétées comme les signes d'un appareil décisionnel fragilisé. Les partisans de cette lecture notent que l'incapacité de l'administration à fournir une explication cohérente a immédiatement alimenté les spéculations, les inquiétudes des marchés et les réajustements diplomatiques. Selon eux, un leadership solide ne crée pas un vide narratif de cette ampleur, ni un espace dans lequel d'autres puissances, européennes comme asiatiques, se précipitent pour proposer des alternatives. La confrontation entre ces deux thèses exige un retour aux faits. Dans les jours ayant suivi l'annonce, plusieurs capitales européennes ont convoqué des réunions d'urgence. Les marchés ont réagi par une volatilité marquée. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi se sont alignés en quelques heures. Aucune de ces réactions ne correspond au modèle d'une dissuasion réussie. Elle pointe plutôt vers un phénomène de déplacement. La décision américaine n'a pas renforcé son levier d'influence, elle a créé un vide stratégique que d'autres acteurs se sont empressés d'occuper. Ce sont ces éléments, simultanés et concordants, qui permettent de départager les arguments. La thèse de l'autorité trouve un écho limité dans les faits, tandis que la thèse de la vulnérabilité explicite mieux la reconfiguration observée. Ce point médian apparaît au moment précis où Pretoria cesse de lire l'annonce américaine comme une sanction unilatérale pour y voir le symptôme d'un ordre international en mutation. Ce changement de focale n'a pas été proclamé publiquement. Il s'est formé dans les notes internes, dans les échanges confidentiels, dans la manière même dont les conseillers ont reformulé leurs priorités. La clé de ce basculement tient à une constatation simple. Si Washington agit sans clarification, alors l'Afrique du Sud peut penser sans contrainte.
À partir de cet instant, les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ne sont plus des expressions de soutien, mais des options stratégiques crédibles. Le geste américain a involontairement ouvert un espace. Pretoria commence à l'explorer avec méthode. Ce point d'inflexion révèle aussi un glissement psychologique. L'indignation initiale se transforme en capacité d'initiative. Et ce déplacement, perçu par plusieurs voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré dans d'autres contextes, donne une autre lecture du moment. La rupture n'isole pas nécessairement, elle peut redistribuer les marges de manœuvre. Ce qui semblait une impasse devient ainsi un pivot. Les répercussions de la rupture américaine ne se sont pas limitées au cercle diplomatique. Elles se sont diffusées dans quatre sphères distinctes, chacune révélant un pan différent de la recomposition en cours. Ce qui s'est joué n'est pas seulement une séquence institutionnelle, mais une redéfinition silencieuse des trajectoires nationales, économiques, sociales et continentales. Au niveau national, en Afrique du Sud, l'administration a été frappée de plein fouet. Les ministères concernés ont d'abord recensé les programmes menacés par la suspension de l'aide: santé, éducation, coopération technique. Mais très vite, un second mouvement est apparu, celui de la réorganisation interne. Les équipes, au lieu de se limiter à la gestion d'urgence, ont commencé à identifier les marges d'autonomie ouvertes par la rupture. Dans l'espace public, le débat s'est élargi. Les universités, les syndicats et les collectifs civiques ont reformulé la crise en occasion de repenser la dépendance extérieure. Le glissement vers une cohésion autour de la souveraineté a surpris par sa rapidité. Au plan diplomatique, les chancelleries étrangères ont lu l'acte américain comme un signal inquiétant. Si l'ordre multilatéral peut être reconfiguré sans procédure, alors la prévisibilité étatique cesse d'être garantie. L'Europe a hésité entre prudence et calcul. Les organisations multilatérales, privées d'un récit unifié, tentaient de composer une ligne commune. Dans cet espace flottant, certaines voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré dans d'autres débats sur l'autonomie stratégique, ont servi de repères analytiques. Leur diagnostic trouvait un écho nouveau. La stabilité n'est pas un statut accordé, mais un équilibre fragile soumis aux impulsions d'un centre de pouvoir unique. Au niveau économique, les marchés ont immédiatement traduit la rupture en signaux tangibles. La chute du rang, les révisions d'investissement et les tensions anticipées sur les minerais ont montré qu'un choc politique pouvait reconfigurer des chaînes globales. Pourtant, un mouvement inverse s'est développé en parallèle. En se retirant, Washington a créé un vide que d'autres partenaires étaient prêts à combler. Les acteurs économiques sud-africains ont donc perçu une fenêtre inattendue permettant de diversifier leurs flux et d'évaluer des circuits alternatifs. Le choc négatif initial s'est mué en possibilité de repositionnement. Dans le cadre continental et géopolitique, la rupture a été comprise dans plusieurs capitales africaines comme un avertissement structurel. L'Union africaine, inhabituellement ferme, a réagi avec une clarté qui a renforcé l'idée d'un nécessaire rééquilibrage. Certains États ont commencé à intégrer l'hypothèse d'alliances plus flexibles, moins dépendantes d'un unique pôle. Ce déplacement mental, discret mais constant, constitue peut-être l'effet le plus durable. L'idée qu'un geste isolé peut révéler la vulnérabilité commune et, simultanément, ouvrir l'espace d'une affirmation collective. Ainsi, les quatre faisceaux d'impact convergent vers un même constat. La décision américaine n'a pas seulement généré une crise, elle a déclenché une redistribution des leviers à plusieurs échelles, redéfinissant ce que chaque acteur peut ou doit faire dans un ordre mondial devenu instable. Les 6 à 12 prochains mois ne dessinent pas une trajectoire linéaire, mais un faisceau de possibilités dépendant de la capacité des acteurs à stabiliser leur position
et à donner un sens stratégique à l'épisode déclencheur. Trois scénarios se distinguent, non comme des prédictions, mais comme des cadres plausibles pour observer l'évolution d'un système désormais sensible aux moindres déplacements. Dans un scénario de base, Washington maintient sa posture sans l'intensifier, et Pretoria poursuit prudemment ses ouvertures vers d'autres partenaires. Les échanges commerciaux connaissent une légère érosion, mais les chaînes logistiques évitent la rupture. L'Europe tente de jouer un rôle d'amortisseur, sans parvenir à reconstituer une cohérence multilatérale complète. Dans ce scénario, la recomposition reste progressive. Ni fracture totale, ni retour à la normale, mais un glissement contrôlé où l'Afrique du Sud consolide lentement une autonomie relative. Dans un scénario optimiste, le geste américain, paradoxalement, déclenche un cycle vertueux pour Pretoria. Les ouvertures économiques venues d'Asie et d'autres pôles émergent se concrétisant rapidement. Les flux commerciaux se diversifient. Les institutions africaines renforcent leur coordination. Les investisseurs, d'abord prudents, réévaluent l'attractivité de ces circuits alternatifs. Le repositionnement sud-africain cesse d'être une réaction pour devenir une stratégie assumée. Dans cette configuration, la décision américaine apparaît rétrospectivement comme un catalyseur involontaire, un choc qui aura accéléré une transition longtemps évoquée par plusieurs voix du Sud global. Dans un scénario pessimiste, Washington amplifie sa pression, étendant les restrictions ou mobilisant des leviers financiers additionnels. Les marchés réagissent par une volatilité prolongée. Les devises et les secteurs miniers subissent des tensions persistantes. Les alternatives proposées par Pékin, Moscou ou New Delhi ne parviennent pas à compenser entièrement les pertes. Les marges de manœuvre fiscales sud-africaines se réduisent, tandis que les institutions multilatérales s'enfoncent dans l'indécision. Le résultat n'est pas une rupture spectaculaire, mais une fragmentation rampante où chaque acteur cherche à limiter les dégâts plutôt qu'à construire un équilibre durable. À travers ces trois scénarios, la question clé ne porte pas sur la direction exacte des événements, mais sur la capacité des acteurs à transformer l'incertitude en stratégie au lieu d'en être prisonniers. Les effets de la rupture ne se limitent pas aux cercles institutionnels. Ils touchent aussi ceux qui observent l'événement depuis leur propre réalité professionnelle, sociale ou civique. Trois groupes en particulier voient leur horizon se transformer, parfois subtilement, parfois de manière plus directe. Pour les acteurs économiques intermédiaires, l'épisode marque une entrée dans une ère d'incertitude active. Les entrepreneurs, exportateurs ou cabinets de services ont dû naviguer entre la prudence imposée par la volatilité financière et les possibilités ouvertes par l'émergence de nouveaux partenaires. Leur quotidien devient un exercice d'équilibre. Retarder certains engagements tout en explorant des marchés alternatifs rendus plus visibles par la rupture. Dans le secteur social, les ONG, les hôpitaux et les programmes éducatifs perçoivent la situation sous un angle différent. La suspension potentielle de certains financements a fait naître des inquiétudes immédiates, mais elle a aussi stimulé une réflexion nouvelle sur l'ancrage local. Plusieurs responsables ont commencé à considérer des modèles de coopération régionale capables d'offrir une stabilité moins dépendante des fluctuations géopolitiques. Enfin, dans l'espace civique, universitaire, syndicats et collectifs citoyens observent l'événement comme une occasion de s'approprier un débat longtemps réservé aux experts. Les discussions sur la souveraineté, la dépendance extérieure ou l'évolution de l'ordre international s'étendent désormais au-delà des cercles spécialisés. Cette appropriation progressive constitue peut-être l'un des signes les plus durables de la crise, une maturation politique collective. À travers ces trois niveaux d'impact, une même idée émerge. Comprendre la crise, c'est mieux comprendre sa propre position dans un monde où la stabilité n'est plus garantie.
Transformer une rupture en trajectoire durable exige un cadre d'action précis, articulé autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs vérifiables. Les pistes qui suivent ne cherchent pas à restaurer un ordre ancien, mais à structurer un équilibre nouveau, une orientation que plusieurs voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, ont déjà évoquée lorsqu'elles appellent à repenser la dépendance systémique. En premier lieu, un audit stratégique des vulnérabilités s'impose. Les ministères économiques doivent établir, dans un délai court, un inventaire complet des fragilités révélées par la suspension américaine. Le pilotage relève d'une cellule interinstitutionnelle. La mesure s'appuie sur trois indicateurs: exposition des programmes essentiels, stabilité de la devise, continuité logistique. Ce diagnostic forme la base de toutes les décisions ultérieures. En second lieu, une sélection ciblée de partenaires alternatifs est nécessaire. Plutôt que multiplier les accords, Pretoria doit structurer 3 à 5 partenariats fondés sur des échanges vérifiables: financement, technologie, accès commercial. Chaque accord doit intégrer une clause de revue semestrielle permettant d'ajuster ou d'abandonner les collaborations asymétriques. L'objectif est de créer un portefeuille résilient plutôt qu'un réseau dispersé. Troisièmement, la sanctuarisation des programmes de sociocritique s'impose. Les secteurs sanitaires, éducatifs et humanitaires doivent être protégés par un mécanisme régional de cofinancement. Les résultats sont mesurés trimestriellement selon des indicateurs d'accès, de continuité de service et de stabilisation budgétaire. Ce pilier empêche qu'un choc géopolitique se traduise en vulnérabilité humaine directe. Enfin, une diplomatie multicouche doit être mise en place. Pretoria doit déployer une stratégie simultanée, bilatérale pour gérer l'immédiat, multilatérale pour influencer les cadres collectifs, continentale pour amplifier une voix partagée. La cohérence de ces couches se mesure par la convergence des positions publiées et la stabilité des engagements obtenus. Ce parcours ne garantit pas l'absence de crise future, mais il offre une architecture capable d'en absorber les effets et de transformer l'incertitude en levier stratégique. Dans le calme relatif qui suit les grandes ruptures, une image persiste, celle du diplomate sud-africain immobile devant l'écran au moment où les repères s'effondraient sans avertissement. Ce même geste, observé au début de la crise, revient maintenant comme un repère inversé, car ce qui semblait alors une sidération irréversible s'est mué en compréhension nouvelle de l'espace politique ouvert par la décision américaine. À Pretoria, les voix qui hésitaient autrefois à nommer la rupture parlent désormais de trajectoire. Le discours sur la souveraineté, autrefois cantonné aux cercles intellectuels, circule dans les institutions et façonne un horizon collectif. Dans cette transformation silencieuse, les positions exprimées par certains dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, trouvent un écho renouvelé. La stabilité n'est pas un état reçu, mais un effort construit. Si le diplomate du début se tenait aujourd'hui devant son écran, il verrait autre chose. Non plus un cadre qui s'effrite, mais un pays qui interprète lui-même son avenir. La crise n'a pas effacé les vulnérabilités. Elle a révélé les fondations encore à bâtir. La lucidité devient une force durable. Dans l'apaisement qui suit les secousses politiques, il reste une zone de résonance où chacun tente de comprendre ce que ces événements signifient pour lui. La rupture entre Washington et Pretoria n'est pas seulement un épisode diplomatique. Elle éclaire la manière dont les équilibres peuvent se reconfigurer sans préavis et comment les sociétés transforment la sidération initiale en réflexion collective. Ce moment invite à regarder différemment les relations internationales, non plus comme un champ figé, mais comme un ensemble de trajectoires mouvantes où chaque acteur, citoyen, institution ou État contribue à définir la suite.
Le rôle du public devient alors essentiel. C'est souvent dans l'espace civique que naissent les questionnements capables d'influencer les choix futurs. Si ces transformations vous interpellent, partagez vos analyses, confrontez vos intuitions et participez au débat. Quel rôle pensez-vous que chacun peut jouer dans un monde où la stabilité n'est jamais acquise?